Alors qu'est-ce que c'est qu'une crypto-banque? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va un petit peu décortiquer le système bancaire. Donc je vais partir comme d'habitude avec mon Bitcoin et avec mon couteau. On va essayer de découper toutes ces informations pour comprendre vers quoi va évoluer potentiellement notre système bancaire à l'avenir. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Pour bien commencer, il faut d'abord dire ce que c'est qu'une banque, hein. Une banque, c'est une institution financière qui fournit des services bancaires, de dépôt, de crédit, des paiements. Et la banque a évolué avec le temps, avec l'évolution de la technologie et les modes de consommation des gens, avec Internet notamment, l'apparition des banques en ligne. Donc une banque en ligne, qu'est-ce que c'est? Une banque en ligne est systématiquement adossée à une banque traditionnelle. L'exemple là, qui donne, c'est Before Bank, qui est une filiale du Crédit Agricole. La banque en ligne s'appuie sur une structure existante pour proposer une offre dématérialisée, mais de qualité équivalente. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez en agence, mais vous contrôlez tout depuis une application et vous disposez des mêmes services, des assurances vie, des produits financiers, livret A, PEL, assurance habitation, assurance voiture et plein d'autres choses. Ensuite sont apparues les néobanques, comme la N26, Revolut. Les néobanques, c'est seulement un établissement de paiement qui a obtenu une licence bancaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des banques, mais qui ne fournissent pas tous les services que peuvent proposer les banques en ligne, comme des assurances vie, livret A, PEL, etc. et des produits financiers. Aujourd'hui, on arrive à l'ère des crypto-banques. C'est le sujet de la vidéo et je vais développer ça. Donc on a les crypto-monnaies qui sont en train de percer, et ça inquiète un petit peu les banques centrales. Comme le dit le gouverneur de la Banque centrale, qu'il s'agisse des monnaies numériques, bon ils disent numériques, mais monnaie, crypto-monnaie, hein, ils n'aiment pas le mot crypto, qu'il s'agisse des monnaies numériques ou des paiements, nous, en Europe, devons être prêts à agir aussi vite que nécessaire ou prendre le risque d'une érosion de notre souveraineté monétaire. Effectivement, si on utilise autre chose que l'euro, l'euro, la politique monétaire européenne, la Banque centrale européenne n'aura plus d'influence et donc plus de souveraineté. Sa politique sera inefficace. Qu'est-ce qu'une politique rapidement? Une politique monétaire, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par un État ou une autorité monétaire, en l'occurrence la Banque centrale, pour agir sur l'activité économique par ces régulations de la monnaie. Donc c'est agir sur le marché de l'emploi, des services, des biens, stabilité des prix, etc. etc. Si peu personne n'utilise l'euro, leur politique monétaire n'a plus d'impact. Ils s'inquiètent pas seulement du fait que personnes lambda, les particuliers, investissent dans des cryptos, c'est pas seulement ça qui les inquiète, mais c'est surtout que des sociétés privées proposent des cryptos privés. La question est jugée cruciale par nombre de banquiers centraux qui voient d'un mauvais œil l'émergence des monnaies numériques privées, à l'image, par exemple, du projet Diem, soutenu financièrement par l'américain Facebook. Donc si c'est Facebook, finalement c'est un jeu de pouvoir qui va centraliser le pouvoir de la politique monétaire. Et qui contrôle la politique monétaire a une forte influence sur la politique tout court. Et donc voilà, c'est l'enjeu à l'avenir, qui contrôlera. Et au milieu de tout ça, il y a les particuliers qui, eux, achètent des crypto-monnaies, différentes cryptos, comme du Bitcoin, qui, là, est décentralisé. Donc ça plaît pas non plus à la banque centrale. Mais par contre, au niveau des banques commerciales, 55 des 100 plus grandes banques du monde ont investi dans la blockchain ou les crypto-monnaies. On peut citer des BNP Paribas, des Morgan Stanley, des JP Morgan, Goldman Sachs, etc. etc. Donc 55 des plus grandes banques du monde qui investissent sur la crypto. Est-ce que ça indiquerait qu'effectivement on va aller vers des crypto-banques, toujours en suivant, comme pour il y a eu les banques en ligne, avec la technologie Internet, avec la technologie de la blockchain, qui va faire évoluer Internet, est-ce qu'on n'aura pas des crypto-banques? On commence à passer sur de nouvelles formes de banques, sur tous ces sites comme Binance, comme crypto.com, Bitpanda, qui sont donc des plateformes sur lesquelles on peut acheter et vendre des crypto-monnaies, mais pas seulement. Ces plateformes proposent des cartes Visa qui permettent, comme ils le disent là, de dépenser vos cryptos préférés auprès de plus de 60 millions de marchands dans le monde. Donc on peut acheter
sa baguette de pain, on peut aller mettre de l'essence ou payer le restaurant avec ces cartes-là. Alors bon, je rappelle quand même, si vous le faites, vous devez légalement le déclarer aux impôts. Et on peut voir aussi, du coup, sur Binance, des produits financiers qui sont proposés, comme l'épargne. Donc par exemple, là, vous avez 3% sur le Bitcoin, comme l'USDT, on a 3%, on a de l'épargne flexible, on a de l'épargne verrouillée, on a du stacking, et on a tout un tas d'autres types de produits financiers encore. Donc finalement, on a un établissement financier qui propose des produits financiers, qui propose de placer son argent, de stocker son argent sur cette plateforme, et une carte de paiement avec laquelle on peut aller au distributeur, retirer de l'argent, on peut payer dans des commerces. Ça ressemble vachement à une banque quand même, à une crypto-banque. Et on en a d'autres, comme par exemple Elrond, qui a racheté TwistPay du réseau Visa, et par là même, du coup, en rachetant une société qui avait une licence bancaire, Elrond possède une licence bancaire, comme on a vu avec les néobanques, qui sont des établissements de paiement ayant obtenu une licence bancaire. Elrond pourra offrir à ses clients des services financiers tels que la création de comptes en banque avec IBAN, des cartes de débit, la possibilité de payer avec une monnaie électronique. Et il y en a d'autres encore, par exemple avec Ledger, qui est un portefeuille voilà, qui permet de stocker ces crypto-monnaies, qui souhaite aussi proposer une carte de débit, qu'il devait proposer cette carte courant de l'année 2021. Bon, aujourd'hui on est en novembre, ils l'ont toujours pas proposé, est-ce que du coup ça a pris du retard ou est-ce que ça va intervenir dans la fin de l'année? On verra. Vous êtes votre propre banque à partir du moment donné où vous possédez vos crypto-monnaies et que vous avez une carte de débit. On peut regarder un petit peu sur Ledger qui permet de faire du stacking, faire de l'épargne, qui permet de faire des prêts ou des emprunts de crypto-monnaies. Bon, ça c'est à venir hein, bientôt. Donc on a vraiment des produits financiers. C'est Ledger également est en train de devenir une crypto-banque, va devenir une crypto-banque. Et on peut aussi parler de Zengo, qui est aussi un wallet. C'est sur une application, comme sur un exchange, comme sur un Binance ou un Swissborg ou autre, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, mais vous ne les stockez pas sur la plateforme de l'exchange. Avec Zengo, elles sont stockées sur la blockchain. Et Zengo aussi souhaite proposer une carte de paiement 100% crypto, dès le début de l'année 2022. Comme le dit le CEO de Zengo, la future carte de Zengo est la seule qui soit liée à un wallet contrôlé par l'utilisateur, où ce dernier possède la gestion totale de ses fonds, ces fonds étant directement on-chain, sur la blockchain. On peut poursuivre un peu, et en parlant de Mastercard, qui récemment s'est associé à 3 fournisseurs de services numériques en Asie. Donc sur le communiqué de presse de Mastercard, on peut lire « Les crypto-monnaies sont beaucoup de choses pour les gens. Un investissement, une technologie perturbatrice ou un outil financier unique. » Quand il parle d'un investissement, ça peut être un investissement pour un fonds de gestion ou pour des particuliers comme vous et moi qui investissent dans les crypto-monnaies. Une technologie perturbatrice, comme on l'a vu par exemple pour les banques centrales qui peuvent y voir une concurrence avec les crypto-monnaies et une perte de leur souveraineté. Ou un outil financier unique, par exemple pour des Mastercard. Donc il n'y a pas que Mastercard, hein, évidemment, il y a Visa qui s'allie à 50 plateformes et accélère sur les cartes crypto. Donc on voit vraiment que c'est en train de se répandre. Il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant qu'on peut acheter dès aujourd'hui avec ces cartes-là, et acheter avec des crypto-monnaies, et acheter n'importe quoi, n'importe où. Bientôt, après les banques en ligne, les néobanques, place à l'avènement des crypto-banques. Dans cette vidéo, on a pu voir comment évolue la banque au fur et à mesure pour les particuliers en suivant la technologie et qu'est-ce qui pourrait nous attendre à l'avenir, sachant que l'avenir proche possible, c'est que nos banques vont évoluer vers des crypto-banques et peut-être plus rapidement qu'on le pense avec les crypto-monnaies de banque centrale. L'enjeu, c'est qui détiendra le pouvoir. Est-ce que ce sera des sociétés privées comme Facebook qui contrôleront la monnaie? Est-ce que ce sera les banques centrales qui continueront de garder ce pouvoir-là? Ou est-ce que c'est les gens eux-mêmes, en décentralisant le pouvoir, en décentralisant la monnaie, en déconcentrant le pouvoir, avec le Bitcoin par exemple? On verra bien. L'avenir, ça nous le dira, et finalement, c'est vous qui allez décider de ça. C'est pour ça qu'il est important de comprendre un peu comment tout ça fonctionne.